Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, il est 18h. Bonsoir à nos invités. Bonsoir à Abed Sharif. Bonsoir. Bonsoir Yassine Qadi. Bonsoir. Leïla Berato, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Akram Khalif. Bonsoir. Akram, on commence par vous. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? En fait, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est une déclaration de Chekib Khalil sur le gaz de schiste, oui, où il proposait d'emmener un échantillon de la population du Sud aux États-Unis pour voir de leurs propres yeux à quel point c'était magnifique. Leïla ? Alors moi, mon image de la semaine, c'est la ministre de la Solidarité, Mounia Meslem, qui propose aux femmes de faire don de leur salaire puisque, comme elles sont mariées, leur mari peut subvenir à leurs besoins. Leïla Berato est une voleuse d'images de la semaine. Merci beaucoup Leïla. En tant que femme, il fallait que ce soit moi qui le dise. Yassine, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ? Bon, c'était une semaine un peu particulière, j'étais pas là. J'espère que tu t'en étais aperçu le mercredi dernier. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Alors, 2 jours après, j'ai été sur la tombe de Karl Marx. J'avais été en 1986, quand j'étais marxiste pur et dur, sur sa tombe à Londres, à Highgate Cemetery. Et j'ai ramené mes enfants faire ce pèlerinage familial. Et j'étais choqué de voir que ça valait 4 pounds la visite, par personne. Donc la marchandisation du monde a galopé ces 20 dernières années et j'en ai trouvé la preuve à Highgate Cemetery. Le lendemain, Castro est mort. Ouais. Moi, c'est la manière dont les Algériens ont accueilli la mort de Fidel Castro avec une espèce de fracture générationnelle très marquée. Très marquée. Mmh. Parce que les gens ne le connaissent pas assez, les nouvelles générations, c'est ça ? Non, ils sont dans une culture politique ou dans une pratique politique qui est très, j'allais dire très superficielle, très expéditive et donc voilà. Merci à vous. Donc on commence à présent la première partie du CPP. La première partie du CPP commence par cette situation un peu alarmante qui a lieu dans un quartier de la capitale et notamment à Bushbook, dans le quartier de Dedi Ibrahim. Il y a eu des affrontements entre des migrants subsahariens et des résidents et cette situation a engendré des actes de racisme apparents, des agressions et parfois même des articles de presse, comme c'était le cas notamment hier. Leïla Berato, vous êtes correspondante de Radio France Internationale, vous vous intéressez beaucoup, vous écrivez beaucoup sur cette question. Que s'est-il passé à Bushbook ? Alors, c'est compliqué de savoir quel est le point de départ et quel est le moment qui déclenche tout ce qui se passe après. Il y a plusieurs épisodes. Il y a notamment un épisode qui est que on voit sur une vidéo prise par un habitant 2 migrants se faire agresser par un groupe de jeunes Algériens. Il y a une femme et un homme qui se font agresser. La version des migrants sur la suite des événements est la suivante. Lorsque les 2 personnes se font agresser, une troisième personne qui était un peu plus bas redescend la rue dans le bâtiment où habitent les migrants et appelle à l'aide. Et là, un groupe de migrants remonte pour aller récupérer les 2 personnes qui ont été agressées. L'homme qui a été agressé, en fait, s'est évanoui à cause des coups, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se jettent sur lui. Donc voilà, il tombe dans les pommes et il est allongé par terre. La version des migrants est qu'à ce moment-là, ils récupèrent le jeune homme évanoui, ils protègent la fille et ils redescendent dans le bâtiment. Et que une quinzaine de minutes plus tard, selon eux, un groupe de plusieurs dizaines d'Algériens attaque le bâtiment avec des pierres et des objets enflammés. Les migrants racontent qu'ensuite, ils défendent, que ces habitants fuient
et reviennent un moment plus tard, encore plus nombreux, avec toujours des cailloux et qu'ils attaquent la maison. Un peu plus tard, la gendarmerie arrive. Elle est rapidement dépassée, elle appelle les renforts et à ce moment-là, on appelle le groupe d'intervention rapide d'Alger Ouest qui vient sécuriser le quartier. Et là, il est à peu près 4 heures du matin. Et donc la gendarmerie, les forces d'intervention, la police anti-émeute quadrillent le quartier. Donc dimanche après-midi, il y avait encore une espèce de barricade au milieu de la rue. Il y avait des traces de cendres sur l'asphalte, donc j'imagine quelque chose qui a brûlé, des poubelles ou une voiture, enfin en tout cas voilà, ça fumait encore dimanche après-midi. Et il y avait ces fameux chars anti-émeute qu'on connaît quand il y a gendarmerie. Oui, voilà, qu'on connaît quand il y a des gros problèmes. Voilà, il y avait tout ça et les hommes casqués avec protection un peu partout dans le quartier, et un certain nombre d'habitants et les migrants ont été interdits de sortir de chez eux pendant plus de 24 heures. Voilà, ça c'est sur la version donnée par les migrants. Les habitants qui ont témoigné dans un certain nombre de médias disent que ils reprochent aux migrants trafic de drogue, prostitution, alcoolisme et d'autres problèmes de voisinage. Voilà. Mais il y a pour l'instant pas eu de il y a pas de version précise et vérifiée de la part des habitants sur ce qui a déclenché les violences. En revanche, les migrants ont montré une vidéo d'une agression à un moment, et selon les migrants, c'est cette agression qui déclenche la suite. Voilà. Et Hassan Qadi, qu'est-ce que vous inspire ces images d'affrontements, mais aussi la manifestation claire aujourd'hui du racisme? Bon, je savais qu'une large opinion, une large frange de l'opinion algérienne était raciste. C'est pas une information, malheureusement. Dépasser le racisme, c'est un long travail, c'est de l'éducation, c'est une implication des. Encore faut-il que les pouvoirs publics le soient pas, mais bon, c'est un immense chantier. Après, organiser, faire en sorte que la détestation vis-à-vis la xénophobie ne déborde pas de cette manière-là. C'est une tâche qui doit faire partie des tâches régaliennes de l'État, et on voit que l'État est incapable de la contenir pour des questions différentes. Le régionalisme, la violence dans les stades. On a eu dans les 2 derniers mois des vidéos tout aussi choquantes d'un voleur de marché à Akbou qui s'est fait lyncher par la population. Pas de présence de l'autorité de l'État. Et on a eu quelques semaines le supporter du Mouloudia Club d'Oran, pris à partie par les supporters du MOB, du Mouloudia de Bdjaïa, qui a failli, je sais pas où il en est, mais qui était quasiment laissé pour mort. Et ça circulait sur les vidéos. Et pendant plusieurs jours, les voitures immatriculées 06 ne pouvaient pas circuler à l'ouest. Pour vous dire un petit peu tout le désordre que tout cela peut provoquer. Donc, je suis affligé, a priori, comme ça, de but en bout. Et après, pour essayer d'expliquer, c'est compliqué. Vous êtes affligé, Abed Sherif? Affligé. Il est jamais affligé, parce que même la victoire de Trump l'a pas affligé, donc. Vas-y, tu peux répondre. Je te donne le droit de répondre à ma place. Alors, Abed Sherif, qu'est-ce que vous inspire ce qui s'est passé à Bouchbouk aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec Hassan Qadi quand il dit que l'éducation... Non, mais posez-moi la question. J'ai posé déjà la question. Est-ce que la lutte contre le racisme doit être aussi une éducation aujourd'hui? Non, il y a dans la société un potentiel de violence qui est très fort. Et ça donne un cocktail qui explose à la moindre occasion. Sur le racisme, on en a parlé dans cette émission il y a assez longtemps. C'est quelque chose de très fort, de très prégnant. La proportion d'Algériens racistes et le degré de racisme profondément ancré est à mon avis très très sous-estimé. Oui. On est beaucoup plus raciste que ce qu'on pense. Et moi j'ai vu une vidéo donc le soir même, j'ai partagé un truc sur Facebook pour dire que c'était un pogrom. Twitter, tu as combien tant de signes, donc il faut résumer. Et des gens m'ont répondu en se plaignant que j'utilise le mot pogrom.
Donc j'ai changé, j'ai dit je te raton là dans Tinoir si ça vous fait plaisir. mais les gens refusent et ils te disent non, on est dans notre pays, ils nous envahissent, etc. Et moi je suis obligé de regarder ce qui va se passer dans les années qui viennent. Sur les 10 ans qui viennent, potentiellement l'Algérie va accueillir, on va dire, 1 million de migrants africains. C'est un mouvement qui ne sera pas possible d'endiguer. C'est un mouvement naturel de population. C'est la mondialisation. C'est le partage du travail. C'est le partage des richesses. C'est quelque chose qui est, de mon point de vue, c'est totalement et tout à fait naturel. Quand on n'a pas les autorités, les administrations, les pouvoirs qui gèrent tout ça et qui essayent d'en tirer le meilleur, eh ben on est condamné à en tirer le pire. Voilà. Akram Khalif, vous êtes d'accord? Ce sont des ratonnades contre les migrants dans les rues d'Alger? Bon, dans les rues d'Alger, non. Hein, j'en parlais tout à l'heure avec Leïla. J'ai la chance de travailler du côté de Chiraga. Et ça se passe bien là-bas? Je dirais pas que ça se passe bien. Je côtoie des migrants qui louent là-bas, qui vivent en famille de manière normale. Je les croise dans les commerces, etc. Donc c'est aussi possible pour eux de vivre et de cohabiter normalement. Donc de dire que c'est dans les rues d'Alger, c'est pas le cas. Mais en fait, Qadi, Ihsan et Abd, on fait un parallèle avec la violence qu'il y a ces jours-ci en Algérie, avec la violence du foot. Abd a fait surtout la parallèle avec le déni dans lequel les gens sont. Il y a un problème. En fait, les gens sont à cran. Ils ne cherchent que l'occasion de s'exprimer et de s'exprimer par la violence. Oui, Leïla. Je dois dire que c'est pas une volonté d'assombrir un tableau. Hein. Il y a énormément d'Africains qui vivent de manière presque normale en Algérie, qui travaillent, qui sont respectés, etc. Mais dans ce type de situation, c'est le cas isolé qui révèle l'acte raciste qui est mis en lumière. Exactement. Et c'est normal et c'est naturel. Il faut le mettre en lumière pour éviter ces cas. Mais moi, je connais quelqu'un chez qui travaillait un ressortissant nigérian qui est mort sur le chantier. Il a pris en charge sa famille, les a fait rapatrier, il a tout payé, il a tout fait. Il a fait plus que ce qu'il fallait faire. Donc, il y a beaucoup de gens, énormément de gens, mais si tu as une petite frange qui est raciste, c'est elle qui va imposer le tempo. Oui. C'est ça le problème. Leïla, vous étiez sur le terrain. Oui, vous voulez dire un truc? Non, il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est pas juste une explosion de violence comme ça. C'est le même phénomène qui s'est passé à Ouargla en début d'année, à Tamanrasset un peu plus tard, et aussi à Béchar. Il y a un événement qui conduit à un affrontement entre des migrants et des Algériens. Mais qui est un affrontement comme il peut y en avoir de partout, qui est circonscrit, qui est petit, qui est entre un certain nombre de personnes. Il y a ensuite une rumeur, elle est différente selon les villes, c'est-à-dire il y a eu quelque chose à Ouargla qui était de l'ordre d'un migrant qui a agressé une femme algérienne chez elle, c'était ça la rumeur. À Tamanrasset, il y a eu une rumeur, je sais plus laquelle c'est. À Béchar, c'est la rumeur du viol d'une petite fille. Il y a l'histoire d'une rumeur qui se développe, qui se propage, qui est répandue dans le quartier et qui fait que les gens du quartier vont tous ensemble s'attaquer aux migrants parce que ils ont déjà une certaine idée. Oui, ils ont déjà une idée, ils ont déjà envie de critiquer ces personnes-là et il y a déjà un malaise qui est présent. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette espèce de phénomène qui est un petit affrontement, puis une rumeur, puis un gros affrontement, va se répéter dans d'autres villes s'il n'y a pas un travail de médiation qui est fait, un travail d'explication. Parce que aujourd'hui, par exemple, les habitants de Deli Ibrahim disent il y a du trafic de drogue dans le quartier. C'est vrai, il y a du trafic de drogue dans le quartier. Alors, il y a de la drogue qui circule. Il y a de la colère. Il y a eu des morts à cause de ce trafic de drogue. Les habitants sont persuadés que les responsables de ce trafic de drogue, ce sont les migrants. Vous demandez à n'importe qui dans le quartier, les habitants sont persuadés que les responsables de ce trafic de drogue, ce sont les migrants. Donc,
quand il y a une rumeur et qu'il y a cette colère et ce problème. Et est-ce que cette colère est compréhensible, Leïla? Est-ce qu'elle est compréhensible? Mais je sais pas, moi, si j'ai mon voisin qui meurt assassiné à coups de couteau, j'ai peur, donc je comprends que les gens aient peur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que les gens ne savent peu, et du coup, ils comprennent pas ce qui se passe. La gendarmerie fait une descente hebdomadaire dans ce bâtiment. À chaque fois qu'il y a une plainte déposée par des habitants, les gendarmes se rendent dans ce bâtiment où sont les migrants, fouillent, cherchent de la drogue et cherchent des preuves de prostitution. Il n'y a jamais eu de choses trouvées qui font que la gendarmerie aurait pu arrêter des gens. C'est pas qu'il y a. Donc les gendarmes ont fait leur enquête, ils n'ont jamais rien trouvé. Moi, je sais qu'il y a des descentes hebdomadaires de gendarmes dans ce bâtiment et que les gens n'ont pas été arrêtés à cause du trafic de drogue. Maintenant, il y a vraiment des gens qui sont morts à cause du trafic de drogue. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et à cette peur de l'insécurité-là qu'il faut répondre. Et si on ne travaille pas sur la médiation sur le terrain pour faire discuter les gens ensemble et qu'on reste juste dans de l'incompréhension totale, eh ben, ce genre de choses va se répéter. Hassan, les gendarmes ont fait leur travail. Le gouvernement ne fait pas le sien. Le gouvernement devrait se situer à l'échelle que nous a suggéré judicieusement Abed. C'est celle de la prospective. Il va y avoir des centaines de milliers, 1 million, peut-être plus, de migrants qui vont venir s'installer en Algérie dans les prochaines années. La prospective, c'est d'essayer d'en tirer le meilleur et d'éviter le pire. C'est aussi l'expression de Abed. Le meilleur, c'est quoi? Le meilleur, c'est de faire en sorte que l'insertion économique de ces migrants soit la meilleure possible, la plus profitable possible pour les secteurs d'activité algériens qui ont besoin de l'expertise des migrants dans différents secteurs, dans de nombreux secteurs. Il y a l'agriculture sahélienne, subsaharienne, qui va très bien pour l'agriculture saharienne de chez nous, et d'ailleurs c'est le cas, les prises en charge en partie par des mains subsahariennes. Il y a le bâtiment où des Algériens, à cause des années grasses du pétrole cher, se sont désengagés, veulent plus travailler, où les migrants se sont insérés. Et puis avoir dans les secteurs de services, etc., de plus en plus. Moi j'ai vu la ligne une compagnie publique faire travailler des subsahariens pour finir dans la dernière semaine la ligne de chemin de fer, donc le jardinage, etc., de Zeralda Alger, Zeralda Beltouta, le 1er novembre dernier. Donc, il y a une perspective d'insertion qui existe, il faut juste la prendre en charge. Le permis de travail algérien, c'est vrai pour les Chinois aussi, hein. C'est vrai pour les Chinois aussi. Il est très difficile à obtenir. Il est très difficile à obtenir. Il est très compliqué. Et on n'a pas encore changé de point de vue sur cette question-là. Il faut faire en sorte que l'insertion soit la meilleure possible. Je ne parle pas de l'éducation des enfants, ça va de soi, l'accès aux soins hospitaliers, etc. Il faut améliorer le revenu de ces gens-là pour qu'ils aient plus éventuellement besoin de faire des activités parallèles qui détériorent leurs relations avec leur voisinage. Il y a eu dans ces histoires, il y a une espèce de millefeuille, et donc à chaque étage, il y a un élément qui est important, et on peut pas résoudre le problème en oubliant un. C'est ça, c'est un truc complexe, c'est une situation complexe. Parmi ces pans du millefeuille, je voudrais en citer un qui est celui de la bigoterie ambiante. Et du conservatisme social qu'il y a dans la société algérienne. Il y a des quartiers, il y a des villes où on ne voit pas une seule personne boire pendant 6 mois, pendant 1 an. Et donc le fait qu'il y ait ces gens-là qui boivent, c'est des chrétiens. Ils sont dans leur religion, dans l'exercice de leur vie, ils vivent leur vie. Et donc, et puis même s'ils n'étaient pas chrétiens, c'est leur vie. Et le regard algérien sur ces gens-là, c'est on les assimile de manière systématique à des idées comme l'alcool, comme la drogue. C'est exactement le regard lepéniste sur les Algériens qui sont en France, dans les quartiers défavorisés. Donc il y a ce regard drogue, etc. La question de l'alcool fait tout à fait partie des plaintes des habitants. Les habitants de Deli Ibrahim ont un certain nombre de plaintes, dont celle de la consommation de l'alcool sur la voie publique. Mais alors, c'est pas la voie publique, c'est devant le bâtiment. Ils reprochent aux migrants de consommer de l'alcool devant le bâtiment. Je pense que quelqu'un qui consomme de l'alcool devant chez lui dans les années 60 ou 70, ça n'aurait vraiment dérangé personne. Le fait qu'il y ait cette disparition totale de l'alcool dans la société qui fait que on considère comme totalement choquant un fait banal de la vie.
Est-ce que le permis de travail est attribué facilement aujourd'hui aux travailleurs subsahariens ou est-ce qu'ils travaillent de manière illégale? Pas de permis de travail. Non. Ils n'en ont pas. Même s'il y a des entreprises publiques aujourd'hui qui le donnent aux footballeurs pour les clubs qui payent voilà. Les migrants qui travaillent aujourd'hui sur des chantiers d'ADL. Les migrants qui travaillent, parce que vous voyez aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'autoroute là de Zeralda, de mettre des fleurs et tout, de faire des terrassements. Si vous regardez bien, ce sont des migrants qui le font. Tous ces migrants-là sont employés par les entreprises qui sont, elles, employées par l'État. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui paye directement ces hommes, mais l'État paye des entreprises algériennes qui emploient beaucoup de migrants subsahariens. Dans aucun cas, il y a un permis de travail. Jamais. Alors, cela nous amène au deuxième sujet que nous allons aborder dans cette première partie du Café Presse Politique. Nous allons parler de cette réunion de l'OPEP qui a eu lieu aujourd'hui dans la capitale autrichienne et l'accord, Ihsan, d'Alger a été entériné. La réduction de la production quotidienne de barils est réduite de 1 200 000 barils le jour. Abed Sharaf, le pétrole a rebondi, mais est-ce que c'est assez ou pas? C'est pour qui, par rapport à qui? Non, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que il y a de fortes chances que ce soit une mauvaise bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le pétrole peut rebondir, mais de manière momentanée, et alors que fondamentalement, si le pétrole remonte au-dessus de 50-60 $, pendant une petite période, les Américains vont repartir à fond dans le schiste et donc on va avoir un autre cycle de baisse d'abondance de l'offre et donc de baisse de prix. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que si on se dit que on a réussi à faire augmenter le prix du pétrole cette année, on fera mieux l'année prochaine et donc toute idée de réforme structurelle disparaît. Voilà, moi c'est ça qui me fait peur et désolé, je peux pas la rater celle-là. Entre deux mots, le pessimiste en général choisit les deux. On peut se réjouir que le prix du pétrole ne s'effondre pas. Je pense quand même, parce que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, l'année on fera pas $50 de moyenne. C'est inscrit je sais pas où, mais il y a pas $50 de moyenne cette année. Donc si il y avait pas eu d'accord, on aurait pu repartir dans un cycle baissier qui est voilà, on vient de sortir d'une tension autour des retraites. Il va y avoir la hausse des prix en janvier. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense quand même que c'est une bonne nouvelle. Si le pétrole devait repartir effectivement trop haut, on est loin de la situation où ça va bloquer, je pense, les réformes de structure. Les réformes de structure, ça fait quand même 2 ans qu'on est dans un cycle baissier. On est obligé de les entamer. Et on a commencé peut-être à les entamer par la marge, mais on est obligé de les entamer. Donc je pense qu'il vaut mieux se réjouir que les cours ne s'effondrent pas. Parce qu'en fait, c'est pas un rebond qui va y avoir spectaculaire vers les $60. Ça va pas arriver, mais une stabilisation autour des 50 avec 1.2 qu'il faudra bien appliquer, parce que bon, entre l'accord et l'application, il y a toujours des dérives. On a vu ce que c'était avec l'engagement d'Alger il y a 2 mois. Donc voilà, je pense qu'il faut le prendre comme une bonne nouvelle qui nous donne un peu d'air pour essayer d'entamer ces réformes-là, mais peut-être pas avec cette administration algérienne. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'ils ont mis autant de temps pour appliquer l'accord d'Alger, qui était un peu en ballottage ces dernières semaines? Négociation classique sur les quotas, sur l'attribution des quotas, parce qu'Alger c'était un accord de principe, c'était un accord cadre, et on avait parmi les principes retenu le principe que l'Iran avait le droit de revenir à une partie du niveau où il était avant les sanctions, que l'Irak pouvait revenir aussi à un pourcentage de son niveau de production d'avant la crise, et que d'autres pays faibles, comme le Nigeria, dans le système de production était affaibli, pouvaient produire plus, donc n'étaient pas concernés par la baisse. Mais ça, ce sont les principes généraux. Après, pour l'appliquer, c'est toujours très compliqué. Et en Arabie Saoudite, il y a aussi une tension entre 2 courants, l'un qui veut accepter un accord et l'autre qui veut couler les Iraniens coûte que coûte. Akram, accord historique à Vienne aujourd'hui? L'autre chose positive, c'est aussi le succès de la diplomatie du pétrole algérien. L'Algérie a réussi pendant le sommet d'Alger à faire se parler un peu tout le monde, les Iraniens, les Saoudiens et les autres, à un moment où il y avait une réelle crise internationale entre tous ces pays. Il y a quand même ce point qui est positif et qu'il faut noter. On organise la concertation, ça peut quand même permettre de forcer un peu le destin. Le problème, c'est de ne pas se tromper d'objectif. Oui. C'est-à-dire, cette réunion a débouché sur quelque chose. On va respirer un petit peu et ensuite,
Le problème, c'est, en Algérie, c'est pour nous, enfin, moi, j'essaie de voir cet accord pour nous, parce que si on peut aller sur d'autres volets qui sont beaucoup plus importants, peut-être qui est beaucoup plus intéressant. Le reclassement, on va dire, le reclassement de la diplomatie américaine vis-à-vis de la Russie, donc vis-à-vis de l'Iran. La France qui va peut-être avoir un président qui va tenter de se rapprocher de la Russie, donc être moins hostile sur les dossiers syriens, donc iraniens, donc les Saoudiens qui se trouvent un petit peu dans une situation difficile, qui sont obligés de lâcher du lest. Il y a un environnement international qui a joué dans cet accord. Mais pour l'Algérie, aujourd'hui, on termine l'année 2016, donc tant bien que mal. 2017, en principe, on aura fini de puiser dans le gras sur le le fonds de régulation de recettes, etc. Et on va entrer dans le vif du sujet. Ce qu'on aurait dû faire, c'est que les réformes qui commencent, c'est des petites mesures timides, ça aurait dû commencer il y a 5 ans. Aujourd'hui, on serait en plein cœur du dossier de la réforme. Là, c'était intéressant. Mais aujourd'hui, moi, je fais pas confiance à cette administration parce que demain, si le pétrole est à $80, Silner fera une déclaration et on repart dans l'autre direction. C'est ça le problème. Merci Abed Sharif. C'est donc le mot de la fin de cette première partie. On se retrouve dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue, on n'a pas été très lent pour la deuxième partie du CPP, le café presse politique. On va rester un peu dans l'économie, on a terminé par l'OPEP, on va parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui au Parlement, à l'APN, sur cette grande polémique sur le projet de loi sur la retraite, et cette petite reculade aujourd'hui au Parlement. Hassan Qadi. Alors ça c'est pas tout à fait de l'économie, c'est plus de la politique et du management public. Le gouvernement, enfin j'imagine le président de la République, a jugé nécessaire de faire un geste vis-à-vis de la fronde qui a accompagné la tentative de réformer et de supprimer la retraite anticipée. Et donc celle-ci ne va pas intervenir, son interdiction ne va pas intervenir au 1er janvier 2017, mais seulement au 1er janvier 2019. Et pendant les 2 prochaines années, elle va être dégressive, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas partir à la retraite anticipée si on n'a pas 59 ans, si on n'a pas 58 ans, puis si on n'a pas 59 ans l'année suivante. Voilà, c'est un compromis politique qui devrait désamorcer, j'imagine, un petit peu, beaucoup, on le sait pas, on verra les prochains jours, la contestation des syndicats et la fronde sociale qui a accompagné cette réforme. Je pense que ça dit des choses sur le souci du gouvernement, le souci de Bouteflika de ne pas alimenter trop vite des batailles sur le front social parce que d'autres mesures impopulaires sont en train d'arriver dans le pipe. Abed Sharif, vous qui êtes très très loin de la retraite, est-ce que vous considérez que c'est une reculade aujourd'hui du gouvernement? Moi, j'ai le sentiment, mais c'est juste un sentiment que c'est la première fois que le gouvernement joue un coup et qu'il le joue très bien. Le gouvernement devait vaguement savoir dès le départ ce qui était possible. Il a mis la barre très haut, il a laissé couver la situation. Et aujourd'hui, il donne l'impression d'avoir tranché à peu près là où c'était possible. C'est une opération bien menée. Ce qui serait bien, c'est que dans cette logique-là, il mène toutes les actions de front, mais dans le temps, avec des séquences, en essayant de trouver des appuis politiques. Ça, il l'a pas encore fait. Akram, vous êtes encore beaucoup plus loin de l'âge de la retraite.
Vous êtes d'accord quand vous dites que le gouvernement a joué et a gagné cette fois-ci? Est-ce que le gouvernement, selon vous, a pris en considération la vague de colère qui s'est manifestée ces dernières semaines? Moi, je pense que oui. Il y a eu déjà les grèves qui ont été très suivies et qui ont été un indicateur très très fort quand même pour le gouvernement. Et les Algérois l'ont vu ce dimanche. Alger était quadrillé, il y avait une tension mais vraiment palpable. Les gens avaient peur de l'agitation de la rue. Il s'est avéré que les manifestations qui ont eu lieu étaient pacifistes et bien organisées. Elles ont néanmoins été dispersées de façon très très stricte. Je voulais juste noter, j'étais au live tweet la semaine dernière et Akram avait annoncé la capacité du gouvernement à gérer par la répression le Front social. Et on a eu tout de suite un échantillon ce dimanche. Exactement. Yassine, je vais poser la question qui fâche. Alors, vous avez visité récemment le mausolée de Marx. Moi, j'ai visité celui de Lénine en 2008. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que je fais avec vous? Pourquoi... C'est pas un mausolée. Je n'ai fait que visiter. Pourquoi est-ce que les Algériens veulent absolument partir à la retraite plus tôt, alors que dans le monde entier aujourd'hui, dans le monde industrialisé, nous sommes en train de repousser l'âge de la retraite? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas le courage de ses positions aujourd'hui? Je pense que c'est la prochaine réforme. Je pense que c'est celle-là. Ils ont commencé par supprimer la retraite anticipée, et je pense que dans quelques temps, ils nous diront que pour l'équilibre de la caisse des retraites, il faudra cotiser plus longtemps, et donc l'âge légal du départ à la retraite devrait, comme au Maroc, être repoussé. Je sais pas de combien, mais ça devrait arriver. Dans le cadre de la retraite anticipée, il y avait des raisons de ne pas le faire. Moi, j'ai beaucoup aimé les arguments de M. Boudelba, que j'ai reçu dans un entretien à Radio M, qui est un syndicaliste qui connaît très bien le sujet et qui a expliqué que les cotisants ont payé pour partir à la retraite anticipée. Ils ont payé pour. Donc c'est leur droit, on peut pas leur enlever ce droit-là. Ils ont cotisé pour, le niveau de cotisation était celui qui permettait de partir à la retraite anticipée. Donc voilà, du point de vue du parallélisme juridique, de la loi, ouais. Ils avaient droit. Donc ils avaient tout à fait raison d'être mécontents. Après, le débat existentiel de savoir si on est bien portant, on peut travailler plus longtemps, participer à la richesse collective et à la transmission plus longtemps, effectivement, on peut être penché plutôt pour que il y ait plus de flexibilité, qu'on puisse travailler plus longtemps. Mais c'est la tendance internationale. C'est pas nécessairement pour cela qu'il faut travailler jusqu'à des âges impossibles, parce que on inverserait la courbe de l'évolution de l'humanité. Mais vous êtes d'accord que moi je travaille. Je ne sais pas si vous le faites. Je fais aussi un autre constat qui est tout bête. Travailler n'est souvent pas agréable en Algérie. Travailler est pénible, pas dans le sens de la pénibilité. Non, c'est pénible de travailler. C'est les transports pour aller au travail, c'est pénible. Revenir le soir, c'est pénible. L'environnement au travail est difficile, enfin, le plus souvent. Je regarde autour de moi la relation des gens avec le travail. Il y a pas beaucoup de gens qui ont le sentiment de s'accomplir, d'être heureux dans leur travail. C'est important. Et on est obligé de parler de sa propre expérience dans ces cas. Moi, j'ai été très heureux au travail pendant des années et des années. C'est incroyable. Je ne pouvais pas quitter le lieu de travail. Quand tu étais freelance? Non. Quand j'étais à l'APS, j'étais heureux de travailler, en plus des horaires légaux, etc., pendant très longtemps. Et voilà, autour de moi, je vois très peu de gens heureux de ce qu'ils font. Je ne sais pas, il faut peut-être voir de ce côté-là. Mais je dois préciser qu'il ne vient qu'une fois par semaine à Interface Média. Mais dites-moi que vous êtes heureux au CPP Abcher. C'est très pénible, hein, tu peux me croire. Vous êtes heureux au CPP Abcher? Surtout la semaine dernière. Donc on en parle. La semaine dernière, vous étiez très heureux, absolument. Non, mais non, c'est vrai. Hein. Venir au CPP, ça peut être très agréable. Mais quand tu passes 3/4 d'heure pour trouver un stationnement, tu as envie de partir. Voilà. Exactement. C'est cette pénibilité dont je parle. Alors, on a parlé tout à l'heure de Marx, on a parlé de Lénine. Eh bien, on va parler d'un des personnages
qui a suivi un peu leurs traces, ou en tous les cas qui était très inspiré par eux, c'est Fidel Castro, qui nous a quittés il y a quelques jours. L'Algérie est un des rares pays au monde qui a décrété un deuil national de 9 jours, identique au deuil qui a été décrété à Cuba. 8 jours. Où ça? En Algérie? Oui. Quelle signification peut-on donner à ça, Hassan Qadi? Moi, je suis d'accord pour que l'Algérie marque le deuil. Je pense que 8 jours, c'est exagéré, mais on aurait pu marquer un deuil de 3 jours. Parce que il y a un pan de notre histoire qui est irrémédiablement lié à la révolution castriste à Cuba. Et on ne peut pas balayer cela d'un revers de la main. Nous devons nous approprier cet héritage-là. Et ce serait se renier soi-même que de lui tourner le dos. Maintenant, quand on a dit ça, évidemment, après, il faut faire le distinguo. Peut-être que dans le geste de Abdelaziz Bouteflika, c'est aussi une manière de s'auto-honorer, parce qu'il considère qu'il fait partie de cette génération des grands leaders du tiers-monde qui ont marqué l'histoire, qui ont changé le rapport de force entre les pays de la périphérie et les anciens pays dominants, et que donc ils doivent être traités de cette manière-là. Il y a une autoglorification dans la façon dont Bouteflika traite Castro, c'est évident. On se demandait même si l'événement c'était la mort de Castro ou la peine de Bouteflika. À ce point, effectivement, à ce point. Donc voilà. Après, est-ce que les Cubains avaient besoin d'une expérience castriste aussi longue, avec les rigidités qu'elle a conservées aussi longtemps? Moi, je dis non. Est-ce que vous pensez qu'il a quand même un tout petit peu donné l'exemple en quittant le pouvoir volontairement, même si c'est au profit de son frère? Non. Non. Il n'a pas quitté le pouvoir. Il a quitté la présidence, la présidence du pays. Il pouvait plus exercer ce pouvoir. Sinon, ça aurait été pire que chez nous. Donc, il a quitté parce qu'il ne pouvait plus. C'est pas quand tu dis volontairement, c'est faux. Il a quitté le pouvoir, contraint et forcé. Forcé par qui? Par la maladie, par son état de santé. Mais il continue à recevoir, à exercer parfois, même si son état s'est plus détérioré ces dernières années. Mais ça fait maintenant 10 ans qu'il a quand même quitté le pouvoir. Non. Il a quitté le pouvoir, ça fait bien longtemps. Ça fait longtemps que... En fait, dans le duo des frères Castro, il faut quand même bien savoir que l'idéologue, c'est Raoul. Le dogmatique idéologue, c'est Raoul. Donc, c'est lui qui peut changer le cours des choses également. La preuve, il a ouvert une brèche, il a rencontré Obama, donc c'est quelqu'un qui est prêt. Et moi, ça m'amène au vrai sujet qui concerne Cuba. On va pas refaire l'histoire de Cuba, la grandeur de Castro. En plus, chacun a son point de vue. Pour moi, c'est un géant, mais c'est un géant qui a raté le dernier virage. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les révolutions menées à partir de la moitié du siècle passé, aussi grandioses soient-elles, étaient relativement faciles, dans le sens où il y avait pas beaucoup de nuances de gris face à un régime de Batista et face à une domination américaine. Il n'y a pas photo. La seule voie, c'est celle-là. Il l'a faite, il l'a bien suivi. Mais ensuite, il n'est pas allé plus loin. Et ce qui me gêne, c'est quand ces grands personnages font preuve, à un moment donné, ils bloquent. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de réaliser une espèce de parachèvement. Ils terminent l'histoire خلاص عندهم, alors que en réalité, il ne constitue qu'une étape dans l'histoire. Castro, quittant le pouvoir en 70, c'était la merveille absolue. C'est Che Guevara, c'est... Castro, essayant de faire comme Mandela. Mandela, c'est l'exemple suprême pour moi. C'est l'homme qui a pris les armes quand il le fallait, qui a négocié quand il le fallait, qui a fait les concessions nécessaires quand il le fallait, et qui a compris que on entre dans l'histoire en quittant le pouvoir, pas en restant au pouvoir. C'est le modèle suprême. Castro n'a pas eu cette présence d'esprit. Akram Kharif, c'est un géant, Fidel Castro, malgré toutes les critiques qu'on peut aborder concernant son long règne à Cuba.
Je me suis posé la question ces jours-ci, et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que si tous les dictateurs devaient aller en enfer, à mon avis, Fidel Castro irait à l'endroit le moins chaud. C'est quand même quelqu'un le moins brûlant, le moins chaud, hein, non, oui, aussi. le plus tempéré, quelque chose comme ça. Pour moi, Fidel Castro a libéré l'Afrique. Et il n'aurait pas pu libérer l'Afrique s'il était parti en 1970. Si Fidel Castro était parti en 1970, le régime de l'apartheid serait peut-être encore aujourd'hui toujours d'actualité en Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui a eu une attitude envers l'Afrique, envers l'Algérie y compris, d'un total désintéressement. Donc le Cuba a été un pays qui n'a rien pris. Voilà un castriste avec qui j'ai bien envie de débattre. Mais le problème est justement là. C'est qu'en restant au pouvoir, Castro, comme les dirigeants algériens qui ont libéré le pays et qui se sont ensuite incrustés au pouvoir, il a pensé qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Or, c'est une erreur extrêmement grave. Chaque génération va apporter ce qu'elle doit apporter dans l'histoire. Et si Castro avait quitté le pouvoir, il y aurait eu d'autres gens, peut-être au Venezuela, au Brésil, en Argentine. Pas si sûr. Pas si sûr. C'est pas quitter le pouvoir. Oui, enfin, pas si sûr. C'est pas des paris. C'est changer de système. C'est faire avancer les choses. Il aurait fait avancer les choses, on aurait découvert peut-être. Ceci dit, moi, je considère que c'est un géant. Attention, je considère qu'il n'a pas franchi l'étape ultime qui en fasse une espèce de demi-dieu. C'est ça que je lui reproche. Mais je comprends son attitude. Quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe au Venezuela, il y a un président démocratiquement élu par des gens qui ont voté très librement. Il est sous pression depuis 15 ans. Avant d'accéder au pouvoir, il était déjà sous pression sous l'ère Chavez. On ne le laisse pas gérer. Et si ces gens-là pouvaient prendre le pouvoir, ils le fusilleraient tout de suite. Si les gens avaient pu prendre le pouvoir à Cuba dans les années 70, ils auraient fusillé Castro tout de suite. Donc que lui les mette en prison, à la limite, ça peut se comprendre. Donc tu vois, mais on n'en est pas là. C'est vrai que c'est délicat. On est dans une autre dimension. Allende, c'est quoi Allende? C'est un homme de gauche qui a pris le pouvoir par les urnes. Il a été tué. Et qui a été assassiné. Donc, ça explique au moins partiellement l'attitude de Castro. Ah, mais je vais te dire en quoi Castro m'a gêné. Moi, personnellement. Moi, pendant des années, j'étais à la recherche, en tant que militant de gauche, engagé, clairement anticapitaliste, je cherchais un modèle que je peux proposer aux travailleurs algériens, aux gens que j'essayais d'entraîner avec moi dans cette voie. C'était clair que ça pouvait pas être l'Union soviétique. Cuba de Castro aurait pu l'être, mais Cuba de Castro, au bout de quelques années, c'était aussi devenu un goulag au soleil. Oui. On est d'accord. Il y a 2 millions de Cubains de l'autre côté du Golfe. Dont la sœur de Fidel Castro. Moi, je pense que oui. Tu fais bien de le rappeler. Moi, je pense qu'il y a un grand tournant historique qui a été raté par la direction du Parti communiste cubain, parce que c'est quand même une direction, il n'y a pas que Castro. C'est le tournant Gorbatchev. Au moment de Gorbatchev, je pense que Castro aurait dû accompagner la perestroïka, il était suffisamment fort pour faire une ouverture, et il l'aurait beaucoup mieux contrôlé que ce qui s'est passé en Russie, où il y avait les éléments nationalitaires, etc. Et un fond tsariste russe, vieux russe, qui a changé la donne. Il y a un exemple, il a cité la fronde contre les chavistes au Venezuela. Les sandinistes ont conservé le pouvoir par la démocratie. Ortega va peut-être redevenir encore président une fois, reprolonger un mandat par les urnes. Et c'est un castriste. Daniel Ortega. Il est inséré dans cette mouvance-là. Donc voilà, donc il y avait cette possibilité-là. Je pense qu'on a raté. Que Bouteflika est à la gauche. Alors, vous me tendez une perche, il nous reste pas beaucoup de temps pour expliquer un peu la proximité entre l'Algérie et Cuba, parce que ce sont deux pays qui sont restés proches, alors que le régime algérien a beaucoup changé, mais il est resté proche de Cuba. Est-ce que la transition cubaine peut être un exemple pour l'Algérie, la transition par le frère Abed Sherif? C'est pour vous cette question? Non, c'est des systèmes de pouvoir qui sont totalement différents, avec des rôles totalement différents pour les frères.
À Cuba, Castro, c'est l'idéologue depuis toujours. Raoul. C'est l'idéologue. Et Saïd Bouteflika n'est pas idéologue. On sait pas. On sait pas. Donc, c'est pas gentil. Donc c'est pas la même chose. J'ai pas de commentaire à faire sur cette question. Très bien. Voilà. Donc ce sont deux systèmes différents. C'est différent. Et à Cuba, on est dans des luttes politiques et de pouvoir qui restent importantes. L'issue reste importante. En Algérie, ça n'a aucune importance. Saïd Bouteflika n'est pas politiquement important, c'est des réseaux d'intrigue, d'argent, de pouvoir, c'est vraiment autre chose. C'est pas de la même nature. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Abed Sharif, merci à vous Yahsan Qadi, merci à Akram Kharif et à Leila Berato qui était avec nous pour la première partie. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les podcasts de Radio M et du CPP sur le site internet de Radio M. Voilà, bon week-end à tous. Merci à vous tous et à mercredi prochain. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.